Donc, je voudrais déjà vous remercier donc, pour toutes ces précisions en fait, qui nous donnent vraiment des données concrètes hein, donc de la présence de ces femmes dans les arts décoratifs. Je voulais commencer par poser vraiment des très... Enfin, je vous demande des courtes réponses parce qu'on veut donner de l'espace quand même à la salle, mais je voulais quand même poser une question à Zané, donc sur les Gobelins, et donc tu as beaucoup parlé donc de ces figures très très modestes finalement de Rentreuilleuse en particulier. Qu'en est-il finalement vraiment des femmes qui donnent des modèles est-ce que ça existe? Est-ce que... Voilà. Alors, donc, on a vu, grâce à ta présentation, Marie-Alix, voilà, qui en fait partie. En fait, avec les femmes qui donnent des modèles, c'est un peu la même histoire. Donc, au départ, je voulais en parler aussi, mais pour des questions de temps, j'ai décidé donc de supprimer. C'est également grâce à Gustave Geoffroy que les premières femmes auteurs de modèles entrent dans le répertoire des Gobelins. Et là, en l'occurrence aussi, le problème auquel on est confronté, c'est que généralement, il s'agit des œuvres de petite dimension, donc des écrans de Madame Marie-Alix, voilà. La seule exception étant Marie Quinzin, voilà, qui offre une œuvre quand même relativement grande, 2 œuvres, voilà, mais ce sont souvent des femmes qui pratiquent en amateur, qui n'ont pas passé par un enseignement officiel, et donc elles ne peuvent pas répondre à ces besoins des Gobelins, qui sont des cartons de grande dimension. Voilà. Mais il y en a, voilà, vraiment des noms des femmes. Et aujourd'hui, si vous allez sur MN Lab, donc vous avez les collections de mobilier national qui sont en ligne et vous trouvez assez facilement, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé ma thèse. Très bien, c'est à ça que servent les recherches. Et puis donc j'ai une question aussi pour vous deux. Donc deux petites questions. Donc l'une c'est est-ce que vous avez déjà dans vos recherches croisé aussi les expositions d'art populaire? Donc tout en fait le domaine des arts populaires qui évidemment émerge dans ces années-là. Je pense par exemple, donc on a peu parlé de la dentelle aujourd'hui, mais évidemment la dentelle c'est un domaine énorme hein, pour les femmes. Et là c'est vraiment les femmes qui exercent de la dentelle. Donc il y a la grande réforme de 1903 avec l'enseignement du dessin donc, et de la dentelle qui est introduit. Est-ce que ces expositions peuvent avoir eu une importance dans disons l'émergence des femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes quand même dans ce domaine-là qui exerçaient. Voilà. Et puis une autre question aussi, c'est sur les galeries privées. Est-ce que vous avez aussi abordé ce domaine? Alors les arts populaires, ils n'interviennent pas directement dans les expositions que je vous ai présentées, mais dans d'autres que j'étudie. On y retrouve des mécènes, des princesses, notamment des pays de l'Est, où, oui, par exemple, on a la princesse Ténichéref, je crois, désolée si je massacre son nom, qui est une grande mécène et qui valorise énormément les arts populaires dans les pays de l'Est, et qui présente toute une série d'œuvres créées par les paysannes et par les dentelières des vallées, enfin des contrées lointaines, disons ça comme ça, parce qu'elles ont l'air réellement d'être isolées, ces femmes dentelières. Et pour la question des galeries, alors je ne sais pas à quel point les œuvres présentées dans ces expositions se retrouvent dans les galeries, mais par contre, j'ai trouvé des expositions des arts de la femme qui ont lieu dans des galeries. Alors, il y en a 2 seulement, et c'est organisé par Georges Petit, mais elles existent. Pour ma part, pour le moment, j'ai plutôt regardé uniquement des expositions qui ont lieu à Paris. Et
surtout les grandes expositions des arts décoratifs et celles des beaux-arts. Donc je n'ai pas encore rencontré cette question des arts populaires, mais qui est très, très intéressante. Et pour les galeries, j'ai pas eu l'impression jusqu'à maintenant non plus qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de ce côté-là, mais peut-être à un moment, j'espère. Oui, je pensais par exemple à l'exposition de l'Alsacien qui a lieu en 19 ou dans l'exposition des jouets par exemple pendant la guerre. Donc il y a beaucoup de femmes là dans l'industrie du jouet pendant la guerre. Le rôle des femmes est extrêmement important en tant qu'industrielle en même temps. Avec des initiatives très intéressantes, c'est-à-dire d'aller chez les paysans, commander les objets, les faire exécuter, donner des dessins, avec des poupées, enfin toute l'industrie de la poupée. Merci beaucoup. Donc je passe le micro à la salle. Merci pour vos interventions. J'avais une petite question pour chacune. Zané, dans les photographies que vous nous avez montrées qui sont fascinantes, il y a des hommes, on le voit. La question que je me pose, elle porte sur la formation. Parce que pour les femmes, on imagine assez aisément que ça fait partie, la couture, de l'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes. Et je me posais la question de la formation des hommes. Comment on les forme à ce métier-là, comment ils arrivent à ce métier. J'enchaîne avec les autres questions. J'avais également une question pour Nina au sujet de la manière dont, dans les catalogues de salon, ces artistes des arts décoratifs se présentent, parce que souvent dans les milieux de la peinture et de la sculpture, il y a élèves de tel maître d'atelier. Est-ce qu'on retrouve aussi ces mécanismes de filiation? Est-ce qu'ils apparaissent dans les catalogues, où les femmes n'ont pas besoin justement de cooptation pour entrer dans ces milieux-là? Je me posais aussi la question de la réception aussi dans la presse. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder un petit peu les revues et comment justement leurs travaux leurs œuvres sont appréciées? Et pour Colline, la question que je me posais, c'était, qui rebondit un petit peu sur celle de Rossella, c'était est-ce qu'il y avait des liens entre les exposantes des arts de la femme et des artistes qui vont aller plutôt du côté des collectifs féministes à la même période, comme l'Union des femmes peintres et sculpteurs? Est-ce que vous avez retrouvé justement des artistes qui naviguent d'un monde féminin, si on peut dire, à un monde féministe? Est-ce qu'il y a des passerelles? Voilà. Merci en tout cas. Pour ce qui concerne la formation. Donc pour l'atelier de rentreture, tout ce qui est donc réparation de la tapisserie, c'est généralement une formation qui est faite en interne. On ignore complètement comment elle vient à ce métier. Et c'est également le cas pour les hommes qu'on voit dans ces photos qui sont formés sur place. On sait uniquement que pour les chefs de l'atelier de rentreture, c'est vraiment un ancien artiste tapissier qui, généralement pour des raisons de santé ou incapacité, a été obligé d'envisager une autre carrière. Et comme souvent en fait au Gobelin, quasiment toujours, ce sont vraiment, comme ils appellent, les enfants de la maison. C'est vraiment des gens qui sont tapissiers de père en fils. Donc on s'occupe quand même d'eux, en fait. On ne les met pas à la rue, on trouve d'autres moyens pour les employer. Pour tout ce qui est les ateliers de tissage, savonnerie, Gobelin, c'est vraiment cette formation officielle où d'abord on recrute dans dans l'école de Gobelin. Parmi les cours de dessin élémentaire, on exige vraiment une présence d'au moins 2 années, ce qui permet de tout de suite éliminer les candidats non sérieux ou qui auraient une mauvaise vie. Ça, c'est des termes qu'on trouve souvent dans les documents pour ne pas contaminer tout l'atelier. Voilà. Et par la suite, donc, c'est le meilleur dessinateur qui a droit à tenter sa chance à l'école de la tapisserie. Et c'est là qu'il va se révéler s'il sait ou ne sait pas pratiquer le métier, soit de haute lisse ou basse lisse. Et au bout de ces 2 ans, donc, on passe un concours, c'est-à-dire sur tissage, on évolue la qualité de travail. Et c'est là qu'il va pouvoir passer à l'atelier pour parachever sa formation directement en tissant des tapisseries, des gobelins, donc des éléments les plus simples,
des fonds, des lisières, donc c'est ces bordures bleues que vous voyez sur les tapisseries. Et au fur et à mesure des années, ils vont passer sur des motifs plus complexes, donc les fleurs, l'architecture et à la fin de carrière, la figure, qui est aussi l'emploi le mieux rétribué. Voilà, c'est très échelonné et c'est comme ça depuis la nuit des temps en fait. C'est vraiment une longue tradition depuis quasiment les origines de la manufacture. Alors pour ce qui est des enseignants, des artistes du textile dans les salons des beaux-arts, effectivement, de la même manière que les artistes se réclament d'un enseignement pour la peinture, la sculpture ou les arts graphiques, elles le font également, mais en moindre nombre. Par exemple, je crois que pour le reste des artistes femmes dans ces salons, ça peut aller jusqu'à 8 professeurs cités par année. Alors qu'elles, je crois qu'au maximum, c'est 4. Donc elles sont peut-être un petit peu moins zélées que les autres médiums. Voilà. Alors je vais élargir légèrement la question et carrément en venir au lien entre art de la femme et féminisme, parce que c'est très intéressant. Il existe une exposition des arts de la femme qui est organisée par une union syndicale féministe. Donc le lien est clair, il peut y en avoir un. Le féminisme dans les arts de la femme est compliqué parce que le principe même des arts de la femme est plutôt conservateur. Et donc ça lie moins facilement que certaines autres idées au féminisme. Néanmoins, on trouve à partir de l'exposition de 1895 une nouvelle visée à ces expositions et c'est le moyen, comme je vous le montrais avec l'exposition de 1898, de trouver un travail élégant et suffisamment bien perçu par la société pour notamment des femmes qui ont été déchues de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie et qui n'ont plus assez de ressources. Et donc dans ce sens-là, à mon sens, il y a quand même une certaine approche féministe dans le sens où on essaie de pousser les femmes à l'emploi grâce à ces expositions. Moi aussi, je voulais poser une question autour des photographies. Merci Isané pour toutes les trois pour ces interventions très intéressantes et justement qui dévoilent comment, surtout à la suite de, par exemple avec Nigna, comment il y a une difficulté en termes de visibilité des œuvres produites par ces femmes et des femmes en train de travailler. Et donc, qui montre cette invisibilisation systémique qui passe par un effacement, une non-présence des noms des travailleuses dans les registres et tout ça. Et en même temps, le contraste avec l'esthétique, les images que vous avez montrées tout à l'heure, qui sont merveilleuses de ces femmes en train de travailler d'une collection privée, qui sont un peu intrigantes parce que je me demande, est-ce qu'elles coïncident justement avec l'officialisation et puis l'école et les concours, ou est-ce que quel était un peu l'usage de ces images, parce que les photos que vous montriez avant, c'était plutôt on voyait les hommes qui dirigeaient ces femmes en train de travailler comme des petites ouvreuses. C'est pas non plus des images d'artistes comme je sais pas, Annie Albers qui est dans son métier à tisser, mais de ces travailleuses, mais qui ont quand même une qualité esthétique très belle. Et du coup, je voulais savoir où elles étaient apparues, quelle était leur fonction, voilà. Donc ces photos, c'est en fait une collection qui est passée en vente que j'ai achetée. Voilà, donc je ne sais pas exactement d'où ça vient. En revanche, j'ai une petite trace en fait sur les documentations photographiques des Gobelins. Et en fait, il y a énormément de demandes. Donc j'ai dépouillé tous les registres de la correspondance et ces demandes de prise de vue, c'est le terme utilisé à l'époque, sont vraiment très très nombreuses. Et en fait, ce qui fait qu'on peut vraiment très bien documenter les Gobelins, les ateliers, les locaux, depuis l'apparition de la photo jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'agit soit des agences photographiques qui constituent des albums,
j'imagine pour l'intérêt comme ça, pittoresque de Paris pour les touristes, les locaux ou j'en sais rien. Il y a aussi de la presse qui arrive surtout à partir du XXe siècle. Donc on voit souvent les articles accompagnés aussi des photos. Voilà. Effectivement, celle que j'avais choisie, donc j'aurais pu prendre dans les archives des Gobelins parce qu'il y en a beaucoup, aussi des images. Il y a vraiment un album photographique conservé. Et j'ai choisi celle-ci parce qu'effectivement, celle-ci, je ne les avais jamais vues et je les trouvais particulièrement belles dans la qualité de prise de vue. Parce que généralement, quand même, on les voit, c'est vraiment des photos assez documentaires. Et donc là, pour le moment, je ne sais pas encore qui les a pris. Il n'y a aucune trace de cachet de photographe ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est une maison extrêmement bien documentée, vraiment.